Le premier chef d'entreprise que j'invite, c'est Thierry Beyer. Thierry Beyer a 49 ans, il est de formation de cuisinier. Il a commencé à travailler comme ouvrier en 3-8 à Hutchinson, puis jusqu'à il y a très peu de temps, il était coordinateur qualité fournisseur Europe. Il a ressenti la volonté de l'indépendance, finalement, hein. On en a parlé tout à l'heure. Et donc, il a fait le choix de devenir taxi en août 2016, après une formation de 4 mois, et surtout un endettement pour l'achat de la plaque. Voilà. Ensuite, nous avons Cyril Darbier. Cyril Darbier a 43 ans. Il se définit lui-même comme la 3e génération de facilitateurs de mouvement. Alors, tout ça au sein d'une entreprise homonyme qui faisait à sa création en 1946 du transport de marchandises. Depuis 2014, il la dirige et ses activités actuelles sont le déménagement, l'agence de voyage, le transport collectif de personnes, hein, essentiellement autocar. Ensuite, nous avons Yves Maître. Yves Maître a 59 ans. Il se définit lui-même comme économiste de la construction. Alors, il est père, fils, petit-fils et arrière-petit-fils de constructeurs. Il a débuté dans l'entreprise Asseline comme maître-œuvre il y a 40 ans. Il en est aujourd'hui le PDG depuis 2002. Il a le projet de la céder à son fils. Nous avons aussi Alphonse Profit. Alphonse Profit a 37 ans. C'est un ingénieur informatique électronique. Il a fait 6 ans de consultant dans des entreprises du CAC 40 en ERP, enfin des systèmes informatiques, progiciels de gestion. En 2010, il a créé ici même à Montargis une entreprise, EISGE, qui est une jeune entreprise innovante, qui a 3 salariés, qui a développé un produit qui s'appelle Califast, un outil d'automatisation de tests de logiciels. Il est cofondateur de Montargeek, et puis accessoirement, il s'investit dans la vie politique locale, puisqu'il est le candidat aux prochaines élections législatives issues de la primaire citoyenne. Monsieur Jean-Pierre Dor. Monsieur Jean-Pierre Dor, 75 ans, qui a été cardiologue, la plupart d'entre vous connaissent. Hein. Depuis 2001, il est maire de Montargis, président de l'agglomération Montargis et du Loing. Depuis 2002, il est député. Depuis 2012, il est vice-président de la Commission des affaires sociales du Parlement. Donc, à ce titre, d'ailleurs, ils ont, dans cette commission, étudié l'ubérisation et le financement de la sécurité sociale, un sujet qui a été un petit peu abordé aussi dans les ambitions, dans les 6 points stratégiques. Voilà. Et puis, pour finir, nous accueillons François Bonneau. François Bonneau, 63 ans, conseiller d'orientation puis principal de collège, bon, aujourd'hui retraité. Il a été d'ailleurs maire adjoint de la ville de Montargis, vice-président de la communauté d'agglomération de Montargis, élu au conseil régional depuis 1998. Il en est le président depuis 2007. Donc c'est un point assez important d'avoir le président régional ici, puisque depuis le 1er janvier 2017, la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, a donné à la région la compétence de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. L'autre échelon en développement économique est au niveau de l'agglomération. Et donc, nous avons ici les 2 représentants du développement économique pour notre bassin, et je les en remercie très sincèrement. Voilà. Alors, pour commencer, on va peut-être commencer par les témoignages des gens du terrain qui sont dans l'expérience. La première question, je l'adresserai donc à Thierry Beyer. Le nom même d'ubérisation vient de la plateforme Uber, hein, qui offre du transport de personnes, et les principaux impactés, nous l'avons entendu tout à l'heure, sont les taxis. Alors vous qui avez acheté une licence récemment, enfin, une plaque, comme on dit, comment vivez-vous cette concurrence, et puis quel impact sur votre business model?
Comment on vise cette concurrence? On ne la vit pas forcément bien, puisque, on va dire, entre parenthèses, ils viennent manger une part du gâteau qu'on avait. À la différence que nous, pour pouvoir travailler, on s'embête beaucoup plus que les chauffeurs Uber, comme on a pu voir dans différents reportages, où ils peuvent se mettre en auto-entrepreneur, louer leur voiture, et puis voilà. Alors que nous, il faut quand même qu'on achète une plaque, qu'on équipe notre véhicule, et on est quand même soumis à une réglementation assez drastique, et on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on veut. Donc on a l'ubérisation, enfin les Uber, c'est vrai qu'ils font peur, et donc on doit être vigilant par rapport à tout ça, et pas faire tout et n'importe quoi non plus. Oui, et donc, dans votre business model, comment vivez-vous ça? Est-ce que vous y préparez? Est-ce que vous êtes impacté ici sur le bassin montargois? Sur le bassin montargois, non, on est quand même beaucoup moins impacté que la région parisienne et puis les grandes villes. Si c'est arrivé à Paris, pourquoi pas un jour sur Montargis sous une autre forme. Enfin, je pense que c'est un avertissement qui a été lancé dans les grandes villes. Maintenant, pour l'instant, dans les petites villes ou dans les villes de moyenne dimension, on n'est pas trop impacté. Et à nous d'être méfiants et de se préparer vers une évolution du métier, une évolution des services, et puis et tout un tas d'autres choses, quoi. Il faut rester, il faut pas s'endormir sous nos lauriers, et puis veiller et réagir à la moindre alerte que l'on va pouvoir déceler. Se préparer à cette révolution en insistant, quand on a préparé, vous me disiez, en insistant sur la qualité, le service. Oui, après, je donnerai un peu de... Moi, je donnerai un peu de temps aux médias, parce que je ne sais pas si tout le monde a vu beaucoup de reportages sur les taxis, mais les taxis, à chaque fois qu'on a montré les taxis, on a toujours montré les mauvais côtés des taxis. On a toujours vu des taxis qui cassaient du VTC, on a toujours montré des taxis qui manifestaient. Bon, après, c'est une libre activité, mais on a toujours... Enfin, dans les médias, je trouve qu'on montre souvent le côté négatif du taxi, et on ne présente pas un chauffeur de taxi qui est aimable, qui fait descendre la personne, qui l'aide à monter, qui charge de bagage dans la voiture. On montre les chauffeurs de taxi qui sont un peu rebelles, et c'est un peu dommage. Merci Thierry Meyer. Alors Cyril Darbier, en fait c'est une continuité puisque c'est le transport, encore une fois. Vous avez déjà expérimenté en fait les effets de la numérisation de l'économie dans votre activité d'agence de voyage. Hein. Aujourd'hui, ça se passe bien. Et de plus en plus, c'est peut-être votre activité d'aménagement qui pourrait être compensée par ces plateformes. Comment envisagez-vous les évolutions de cette activité pour les années à venir? De toute façon, la notion de service, ce qui est apparemment le sujet principal de ce qui peut être ubérisé. La notion de service, au départ, si on prend l'étymologie, c'est travailler, qui vient de origine latine trepanium, donc quelque chose comme ça, qui était une séance de torture. On travaillait son supplicié. Et puis, le service, ça vient de servicium, qui est, lui, une notion d'esclavage, qui est liée à l'esclavage. Donc, travailler dans les services, c'est donc une torture à être esclave. Donc, le programme est vite lancé. Là-dessus, il est hors de question de se laisser aller à penser que c'est fini, quelqu'un a une meilleure idée que nous. Mes grands-parents, qui ont créé l'entreprise en 1946, ne savaient pas qu'aujourd'hui, les entreprises Darbier pouvaient produire un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros, et que ça se passait parce qu'on s'est remis en question en permanence. La remise en question que nous avons vécue en agence de voyage au moment de l'arrivée des supermarchés, qui ont commencé à vendre des voyages, qui avaient un flux de chalands, que nous n'avions peut-être pas dans nos boutiques en centre-ville, il a fallu qu'on y fasse face. La même chose pour toutes ces plateformes web qui sont en fait de la vente de produits simples. voyagesncf.com vend énormément de la majorité, ce sont ses propres produits qui sont le billet de train. Il faut rendre à César, c'est la capacité à faire une très bonne communication sur le cœur du métier,
sur le métier. Une communication intense et qui, pour nous, est un plus. Jamais on n'aurait eu les moyens, ce soit avoir les grandes surfaces ou les sites web, pour communiquer de façon aussi importante. Et cette mise en avant des taxis et du déplacement assisté, c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant à voir sous cet angle-là. Cette remise en question, elle est surtout sur le vécu client. Donc on parle de, je ne sais plus quel terminologie, mais le vécu client, surtout dans les services, c'est quelque chose d'important. C'est à nous de savoir le mesurer et être en phase. Donc Pascal Pic qui va intervenir, je crois, sans déflorer tout ce qu'il va dire, mais une des bases de ses réflexions, c'est le darwinisme. C'est quand les dinosaures se sont mangés un météorite, c'est pas les plus forts ou les plus intelligents qui ont réussi à survivre, c'est bien ceux qui se sont adaptés. L'adaptabilité, c'est là-dessus où on doit se poser. Les entreprises Darwin, voilà, certains disent j'y vais pas, c'était mes grands-parents, d'autres j'ai essayé, mais on se remet en question et on va vivre des expériences. L'expérience déménagement, l'expérience du voyage en autocar, l'expérience du voyageur qui, même Airbnb, s'y essaye. Au départ, c'était les créateurs, ils venaient de San Francisco également, et ils ont loué des matelas gonflables. C'est pour ça, Airbnb, c'était à San Francisco, il manquait de lits à une manifestation. Et c'est de là où ils sont partis sur l'idée, des pios, il en faut, on va en trouver. Maintenant, l'expérience client, c'est autre chose. Le vécu d'un voyageur, c'est déjà, est-ce que tu te connais, toi, voyageur? Et ça, c'est une notion de conseil, une notion de proximité, et surtout, retour d'expérience, et la prochaine fois, on fait comment? Voilà, c'est une réflexion que l'on peut avoir seulement si on est en proximité, là où les services litiges de l'ensemble de ces plateformes perdent leur temps, et voire même, c'est surtout ceux qui se plaignent qui perdent leur temps, puisque, à part dire je suis désolé, ils ne savent pas faire grand-chose. Sachant que les responsabilités, ils ont bien visé. Je suis un gars, j'ai eu un tour d'expérience sur Airbnb, il se balançait sur la balançoire, la branche lui tombe sur la tête, il morce sur le cou. Derrière, aucune responsabilité n'a pu être engagée envers qui que ce soit. Il était dans le jardin de la maison qu'il avait louée. Passant par une agence de voyage, responsabilité de plein droit, quoi qu'il arrive, je m'occupe de tout. Même si c'est pas très feng shui d'aller dans ce sens-là, mais il faut le prévoir. Il faut le prévoir. 95% des déménagements, c'est des particuliers qui le font tout seuls. Ça s'est démocratisé davantage encore avec les supermarchés qui ont loué du matériel. Ils le font tout seuls. Ils ont besoin de personne. Se distillent. Et c'est pas se distiller. Bon, ça sera pour après. L'idée de se dire que le service d'un déménageur, ça va au-delà simplement d'avoir un véhicule, au départ, on doit remplir, un déplacement à faire, et je livre. Derrière, on a une responsabilité, souvent on invite les amis, qui ne sont pas à l'abri de se blesser, quid de la responsabilité. Nous avons des manières de porter sans se faire mal au dos, parce que si c'est pour économiser quelques dizaines, centaines d'euros, pour en souffrir pendant 6 mois derrière parce que le lumbago était impossible de faire partir, c'est dommage. Les professionnels, il y a des formations pour savoir porter. Alors, on peut faire des tutos maintenant sur Internet pour expliquer comment faire, mais c'est un métier qui s'apprend avec de l'apprentissage, c'est pas si simple que ça. Voilà, l'idée, en règle générale, c'est oui, on peut faire sans les professionnels tradis. Il y en a qui ont essayé. Merci beaucoup. Alors, Yves, nous avons vu tout à l'heure que de plus en plus de nouvelles plateformes permettent de recourir à des auto-entrepreneurs ou des artisans. Vous, personnellement, comment vous voyez cela? Est-ce que c'est un danger, une concurrence, déloyale ou non, une opportunité? Alors, je vais dire un petit peu des deux. D'abord, la première chose que je dois analyser, qui sont mes clients? Qui vont être mes clients? Donc j'ai des clients qui font partie de la génération Y, moi la génération Z ou ZY qui va arriver derrière. Donc c'est certainement des gens qui iront chercher sur des plateformes
des entrepreneurs pour réaliser des travaux. Il y a quand même aussi des gens qui restent, qui sont encore pas équipés d'ordinateur, il y en a peut-être peu, mais il y a quand même des gens qui ne sont pas systématiquement tournés vers des plateformes, mais vers un contact humain, un peu comme le disait tout à l'heure monsieur, là. Hein, donc, ça on ne verra peut-être pas sur Internet, malgré qu'il y ait des notations. Hein, et donc, comme pour les hôtels, comme pour les... Il y aura des notes, hein, je l'ai bien noté. Bon, j'ai entendu tout à l'heure l'orateur dire s'affranchir des règles historiques. Oui, il faut s'affranchir des règles historiques, mais enfin, il faut quand même un petit peu en conserver une partie. Il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Il y a quand même plusieurs codes qui rentrent en ligne de compte, le code du travail déjà. Donc il y a déjà un certain nombre de travailleurs clandestins dans les métiers du bâtiment. Donc est-ce que les gens qui vont être les prestataires sur les plateformes sont des gens bien déclarés, bien en règle? Il n'y a pas que le code du bâtiment, il y a le code de l'environnement, il y a le code il y a tous les codes qui se superposent en France et qui parfois se contredisent. Comment on va pouvoir les contrôler, les gens qui sont en face? Bon, moi, ça me fait peur, mais je crois que moi, quand j'ai commencé à travailler, mon patron m'a dit un jour, si jamais un jour tu n'as plus peur, arrête. Donc, il faut avoir peur. Hein. Donc, j'ai envie d'avoir peur. Maintenant, à quelle vitesse va aller l'évolution? Comme je vous l'ai dit quand on s'est entretenu avant, moi, j'ai commencé dans ma jeunesse, avant mon grand-père, qui était lui-même peintre en bâtiment, travailler avec son vélo et un pot de peinture accroché au guidon. C'est pas avec un iPhone qu'il aurait travaillé. Ça lui aurait servi à rien. Et si aujourd'hui, je voulais envoyer des collaborateurs avec des vélos et puis des bidons de peinture accrochés au guidon, je suis pas sûr que je pourrais faire mon chiffre d'affaires à la fin du mois. Et mon rayon d'action, il serait limité aussi. Alors, moi, je suis très interrogatif. On voit que c'est les prémices des plateformes de bâtiments. Hein. Alors, j'ai été voir un petit peu quand même. On les trouve. Hein, alors, j'ai plus noté des noms, puis d'abord, je ne vais pas peut-être citer des noms. Alors, j'ai trouvé quelques anomalies sur les plateformes. J'ai vu des photos incitant à faire travailler des entreprises. Alors déjà, sur les photos, j'ai remarqué que les gens ne respectaient pas les règles de sécurité, vu que l'immatériel, une échelle, c'est complètement interdit de travailler sur une échelle. Donc la première photo qu'on voit pour illustrer le bâtiment, c'est un pack sur une échelle. Donc c'est interdit déjà. Puis comme on peut voir, un maçon avec une brouette, il n'y a plus de brouette sur les chantiers, les bétonnières, il y en a de moins en moins. Et après, j'ai été un petit peu plus loin pour regarder ce qui était présenté. On présente un beau lancier de couleur. Manque de chance, c'est le lancier Pantone. Le lancier Pantone, c'est le lancier utilisé par les imprimeurs. C'est absolument impossible de contre-typer avec de la peinture les mêmes nuances que les nuances de l'imprimerie. Donc ces plateformes qui sont construites ne sont pas construites directement par des professionnels. Mais c'est sûr qu'ils vont avoir des visites et que les gens, alors j'en ai remarqué d'autres, des anomalies, mais je ne voudrais pas prendre tout le temps de travail, tout le temps de parole, d'autant plus que je suis bavard. Donc je dirais, il faut peur un petit peu pour les entreprises, attention pour les consommateurs. Donc je ne sais pas comment les barbares vont pouvoir réagir là-dessus, parce que les barbares sont aussi néophytes, mais ils sont irrités, on l'a compris, puisqu'il y a des phénomènes irritants. Alors peut-être qu'on va trouver une entreprise qui va pouvoir intervenir demain pour faire des travaux de peinture, puisque je connais bien ce domaine-là. Avec quelle peinture? Est-ce que c'est une peinture aux normes? Est-ce qu'ils ont bien les garanties au niveau des assurances? Est-ce qu'il y a des ouvriers qui travaillent dans le respect surtout du code de travail? Pas d'interrogation. Mais une chose qui est certaine, ils sont là, ils arrivent. Si on ne s'accroche pas aux branches, on va être has-been, on va être largué. Voilà. Merci beaucoup. Alphonse Profit, alors on change de secteur d'activité, le numérique et les plateformes, ça c'est des choses que vous connaissez bien. Dans la numérisation même des fonctions, puisque vous êtes arrivé maintenant avec un produit qui automatise des tests sur des produits logiciels. Alors quelle évolution percevez-vous pour l'avenir, enfin quelle implication sur nos vies? Ça peut avoir pas mal d'implications, mais déjà il y a deux choses qui m'ont bien marqué dans la présentation sur l'ubérisation. C'est que ces entreprises sont en faillite. C'est-à-dire qu'elles ne gagnent pas encore le cash. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore sur leur marché, et donc elles ont encore autre chose derrière. Donc sur l'ubérisation, on pressent, c'est les voitures autonomes. On pressent que demain, avec leur super plateforme, on commandera directement nos voitures, on aura nos voitures en location, on rentrera dedans, et les chauffeurs de taxi, même les Uber, en fait, vont se faire avoir.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit. La deuxième chose que je trouve hyper intéressante, c'est qu'on a parlé de Booking, et tout d'un coup, on a aussi parlé de Airbnb qui commence à prendre des parts de marché. Donc, c'est-à-dire que, encore l'innovation, c'est pas parce qu'on a un monopole même avec une plateforme, on ne se fait pas avoir. Sur la troisième chose, un autre aspect qui est vachement important, que j'ai noté aussi, c'est que c'est très dur de faire une plateforme, des projets dérapent, on a des super échecs, et donc il faut investir, et c'est très dur. Dans le monde du logiciel, il y a 60% des projets qui dérapent, il y en a 25% qui ne terminent pas, et le reste, les petits 10%, qui sont dans les clous comme il faut. Donc en fait, c'est très très dur de faire ça, donc il faut du cash, il faut des investisseurs, il faut persuader sur tout ça. Et donc, on le voit, ceux qui ont la meilleure chose par rapport à cette vision-là, ce sont les Américains. Aux États-Unis, il y a aussi des choses qui sont hyper intéressantes. Ce sont les start-upers sont des personnes qui sont très adeptes de tout ce qui est du monde du revenu universel, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte que ce qui déclenche tout ça, de mon point de vue, c'est aussi le partage du savoir. Si demain, vous voulez faire quelque chose par vous-même, vous allez sur Internet, vous avez tous les cours en ligne, donc vous n'avez plus besoin de chercher un trésor ou d'être dans la bibliothèque, faire des longues recherches, faire des tutos sur YouTube. Ça va très très vite. Vous pouvez faire les choses vous-même. Et donc, vous pouvez créer votre entreprise par vous-même. Et donc, vous pouvez essayer de le donner faire vos prototypes par des Fab Labs ou autres, c'est de plus en plus facile, et de regarder les gains de ce que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez être acteur de ce monde numérique. Donc ça, c'est une des forces, et aujourd'hui, en France, on est très bien doté par rapport à ça, et on le sent, c'est vraiment un territoire où on le voit. Les nouvelles technologies arrivent, se développent très vite, et on est un pays pionnier pour être le terrain d'essai de grandes nations, même comme les États-Unis. Donc c'est tout ça qu'il faut voir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de choses à jouer là-dessus, et l'avenir, il va être vraiment très complexe, il y a vraiment beaucoup de choses dans tous les secteurs, et ça peut même remonter justement avec le revenu universel sur nos propres lois, sur comment est-ce qu'on nous met de l'argent. Pourquoi faire de l'argent dette, et pourquoi pas simplement le dire, on le donne directement à nos concitoyens. Ouais, il y a plein de réflexions qui se posent, les avantages, les inconvénients. Voilà, c'est tout ça qui va être remis en cause. Bien, merci M. Profil pour cette transition cultivée. Justement, dans cette évolution annoncée et qui semble irrémédiable, quelle place pour l'intervention de la sphère politique, on va dire? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut favoriser? Est-ce qu'il faut quelque chose sur lequel il faut vraiment chercher à limiter les effets négatifs dont on a vu quelques aperçus? Monsieur Jean-Pierre Dor, qu'est-ce que vous en pensez? Et notamment, je vous interpelle justement sur le point, le financement de notre système social aussi. Merci M. Bélière. Alors, je voudrais d'abord remercier M. Leclerc qui nous a fait un panel, il nous a bien montré ce qu'était l'ubérisation, et c'est assez complexe comme système. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'explications, et il faut absolument arriver à pénétrer à l'intérieur pour pouvoir y comprendre et que chacun retrouve ses petits. C'est extrêmement difficile, et nous avons vécu effectivement des périodes difficiles, vous les avez rappelées. Oui, avoir vu cette ubérisation survenir, cette économie collaborative, comme on l'appelle, qui est vraiment essentielle, puisqu'elle permet d'avoir des revenus supplémentaires à une certaine catégorie de personnes, à la suite des auto-entrepreneurs, maintenant les micro-entreprises. Il y a maintenant cette économie collaborative, mais le problème, c'est que ça bouscule les traditions, ça bouscule les principes acquis, ça bouscule les règles publiques dans l'ensemble, les règles législatives également. Tout est bousculé avec la création de cette ubérisation et de la création de ces multiples plateformes. Alors moi, je voudrais effectivement, et en plus, d'autant plus que maintenant, il y a toute une population qui véritablement est imprégnée et rentre dans ce système. Vous avez montré le nombre je ne sais plus combien de centaines de milliers de personnes, millions de personnes qui rentrent dans ces systèmes, quelles que soient les plateformes proposées. On propose les transports, on propose l'hôtellerie, on propose, vous l'avez dit, le tourisme, l'hôtellerie, et puis même la santé. Je pourrais en parler tout à l'heure, parce que je connais un petit peu les problèmes de l'ubérisation de la santé qui posent des problèmes. Mais je vais poser une question à M. Leclerc, parce que nous avons eu ces débats lors de la loi de finances de sécurité sociale, où il fallait savoir s'il ne fallait pas affilier à la protection sociale toutes les personnes qui sont rentrées dans l'économie collaborative avec toutes ces plateformes. Vous l'avez rappelé, j'ai vu une petite ligne
où effectivement on a ciblé une obligation d'affiliation à la protection sociale si on dépassait 23 000 euros par an pour les loueurs de meublés, et c'était 3 600, maintenant c'est 7 000 pour la location automobile, puisqu'il y a des personnes qui louent leur voiture une journée ou quelques heures à d'autres personnes de façon... Mais j'ai une question qui n'est pas résolue, donc je vous pose la question, c'est qu'il y a eu l'obligation d'assurer toutes ces personnes au RSI. Or, question, c'est que beaucoup de personnes qui sont rentrées dans ce système d'économie collaborative sont parfois également des salariés, ou sont parfois des personnes qui sont déjà assurées à la protection sociale dans d'autres caisses d'assurance maladie. Se trouve donc là dans un débat difficile, à savoir comment peut-on être assuré sur deux caisses différentes. C'est pas résolu, puisque le ministre n'a pas résolu encore la situation, mais je pense que c'est une question d'avenir à poser entre l'intégration et l'affiliation à des caisses différentes. La deuxième question, puisque là on parle de taxes de séjour et de meublé dans les communes, je crois avoir lu, mais peut-être que je me trompe, que certaines villes ont décidé de limiter, ou alors c'est un décret publié, à limiter à 120 nuitées par an pour les personnes qui participent à ce système de location de meublé. Alors, est-ce la réalité ou pas? Ce sont des questions importantes. Et puis après, je reviendrai sur l'ubérisation du système de santé. Oui, on va finir le tour de table et puis du coup, vous répondez tout de suite. Alors, je continue sur l'ubérisation de santé, comme ça, ce sera fait. Oui, il y a des plateformes santé qui se développent lourdement. Vous avez un site qui, en ce moment, fait beaucoup de publicité, qui s'appelle Doctolib. Chacun peut aller taper sur son ordinateur, donner sa taille, sa tension, son poids, etc., donner ses médicaments, et il reçoit un diagnostic ou pas, ou il reçoit des conseils. Et c'est payant. Mais payant à la plateforme. Et là, c'est non remboursé par les caisses de sécurité sociale. Alors, est-ce un risque ou pas un risque? Nous posons la question de savoir s'il ne faut pas mettre des barrières à ce système, ou tout au moins avoir des limites dans ce qu'on pourrait appeler les droits et les devoirs. Oui, on a le droit, on ne peut pas interdire les plateformes, mais qu'il y ait des devoirs de confidentialité, des devoirs, vous avez parlé tout à l'heure de Big Data, que toutes ces données ne partent pas sur la toile et disparaissent au profit de qui? On n'en sait rien. Donc toutes les données de santé peuvent partir pour ne pas servir la science en réalité, mais pouvoir être diffusée partout. Deuxième point, c'est vrai que vous avez des plateformes technologiques médicales. J'en ai pour preuve qu'aujourd'hui, vous demandez un rendez-vous d'IRM ou de scanner d'urgence, etc. Vous risquez de ne pas l'avoir avant 3 semaines, 1 mois, sinon 1 mois et demi ou 2 mois. C'est un peu la réalité. Vous avez des plateformes dans la région parisienne qui travaillent maintenant 7 jours sur 7, nuit et jour, avec des médecins radiologues qui se relaient régulièrement et qui ont ouvert des centres qu'on appelle des plateformes technologiques, radiologiques, qui travaillent donc 7 jours sur 7, nuit et jour, dimanche compris. Donc effectivement, ça favorise un nouveau développement. Alors est-ce que là aussi, je dis que sur le plan légal, législatif, il faut certainement, on ne peut pas interdire, il n'y a pas d'interdiction, c'est la liberté. Mais il y a probablement quelques règles à reprendre, à certainement améliorer et encadrer. L'encadrement ou probable doit faire partie des règles du jeu. Ça, je pense que M. Leclerc pourrait y répondre, si effectivement l'encadrement est justifié ou non dans certains domaines. Je pense que ça, c'est une des questions majeures pour les années à venir, tout au moins pour notre pays. Merci, M. Dor. J'espère que vous avez bien noté les questions. On y reviendra. Monsieur Baudot a un petit peu la même question. En fait, on a vu que cette économie-là a permis la réinsertion d'une certaine personne qui était sans emploi, sans forcément d'avenir, donc qui offre des opportunités, qui offre aussi la possibilité de faire des choix de liberté et d'indépendance. Et en même temps, on a vu qu'on a pas mal de dangers par rapport à des financements, par rapport aux législations, etc. Votre position, faut-il favoriser, faut-il encadrer, faut-il essayer de gommer, interdire?
interdire. Je crois que pour vous avoir écouté, puis par rapport aux expériences que nous avons les uns les autres dans la vie, je crois que, je ne sais pas si certains le souhaitent, en tous les cas, ça n'est certainement pas quelque chose de possible, ni quelque chose qui soit à l'ordre du jour. Moi aussi, je savais l'analyse qui est faite, parce qu'elle est, je crois, elle est complète, et elle montre bien les deux approches qu'on peut avoir de ça. Si nous considérons qu'on est, vous le dites très bien, plutôt dans une société du service, pour satisfaire aux besoins, à nos besoins, aux besoins de nos concitoyens, un peu plus que dans une société de l'appropriation des biens, on peut considérer qu'il y a là quelque chose d'intéressant. On consommera mieux, on peut imaginer que ça permette de mieux consommer la matière, de moins nuire à l'environnement, d'être plus dans une société de la coopération, dans une société bienveillante. On peut voir ça à travers ça, et moi je ne le récuse pas a priori. On peut, Pascal Pic en a traité récemment dans Le Monde, mais de manière intéressante, mais on peut aussi considérer que cette société, elle, d'une certaine manière, elle ouvre des espaces de liberté, des espaces de création, des espaces d'autonomie. Et donc, à cet égard, moi, je suis tenté de dire que cette nouvelle étape, portée par des technologies, portée par l'intelligence humaine, etc., elle a, à bien des égards, des éléments qui peuvent mieux répondre à nos besoins, qui peuvent peut-être mieux faire société, à condition que, on pourra y revenir, mais qui va dans le bon sens en termes de développement de la qualité de vie. En même temps, quand on regarde les effets, et Jean-Pierre Dore et d'autres, Cyril, d'autres parlaient de comment ça se passe en tant que responsable de taxi, comment ça se passe. Moi, je suis interrogatif d'abord sur le fait que une appropriation très déréglementée de tout ça fait qu'aujourd'hui, on est ici ou là en train de construire un modèle économique qui sert à tuer les systèmes existants, à précariser celles et ceux qui les servent, puisque c'est un système qui fonctionne à perte, pour revenir demain, le jour où la concurrence a disparu, à une réalité qui sera beaucoup plus brutale. Et ça, c'est la partie sombre, la partie inquiétante, la partie dure dans nos sociétés, complètement inacceptable. Complètement inacceptable. Si demain, on disait tout à l'heure la responsabilité de la région par rapport au développement économique qu'on porte avec les communautés de communes, les agglomérations, etc. Si demain, avec, dans un certain nombre de secteurs, des approches économiques particulièrement brutales, on éradique ce qui aujourd'hui, d'abord, fait le boulot d'un certain nombre de personnes, d'entreprises, et puis constitue véritablement des savoir-faire au service d'eux. Si on tue ça pour le remplacer par quelque chose qui sera dans un système très concurrentiel, beaucoup plus difficile encore d'accès à nos concitoyens, on aura fait reculer. Donc je crois que ce qui est posé à travers vos interrogations, moi je n'ai pas entendu de radicalité dans les propos des professionnels, j'ai entendu beaucoup la notion de comment on règle ça aujourd'hui. Comment on fait en sorte que ce soit un progrès, plus de services pour, etc. Je vais prendre un exemple concret qui touche au transport. On est en train de préparer la prise de responsabilité qui était celle des départements hier, qui va venir à la région pour les transports en commun, notamment ce qu'on appelle l'interurbain. Il faut le faire, il faut qu'on le fasse de manière volontariste, etc. Il faut qu'on conforte, nos concitoyens nous le demandent dans l'espace rural, il faut qu'on conforte les transports, etc. On sait la volonté que globalement est partagée là-dedans, on sait aussi la limite qu'il peut y avoir à trouver un modèle économique stabilisé sans intervention publique. Donc il y a de l'intervention publique et ne peut pas être illimitée. Et moi, quand je regarde la réalité de certains secteurs dans lesquels nos concitoyens expriment aujourd'hui une difficulté à vivre, et notamment dans la ruralité, parce qu'ils sont, disent-ils, isolés, privés de mobilité pour se rendre en visite à l'hôpital ou chez le médecin, privés de mobilité pour aller faire une course, privés de mobilité d'eux, etc.
Je me dis qu'une plateforme qui permettrait, à condition que des règles soient prises, qui permettrait à ces personnes de se grouper, de faire du collaboratif pour que la voiture qui circule avec un seul ou deux occupants pour aller au marché puisse être occupée par deux autres personnes, il me semble, mais je suis prudent en disant, que ça ne serait pas une concurrence au taxi parce que ce n'est pas votre cœur de métier, mais que ça pourrait libérer et améliorer la vie dans les campagnes. Donc dès lors qu'on est capable d'édicter une réglementation qui ne crée pas de fausse concurrence et qui accroît l'offre de services, peut-être peut-on, dans ce domaine, faire des choses positives. Voilà une approche qui est équilibrée, parce que le sujet est équilibré. Il n'est pas question d'interdire l'occupation, on ne peut pas, et puis ce serait tourner le dos à quelque chose de fort. Est-ce qu'on peut faire en sorte que le numérique, les nouveaux services et les nouvelles organisations, et je termine en disant, tu le disais à travers la protection sociale, il ne faut en aucun cas que cela soit une précarité supérieure, ça doit être quelque chose qui amène un mieux vivre pour ceux qui rendent ces services, que ce soit une précarité supérieure, non plus que cela remette en cause très profondément les organisations sociales que nous nous sommes données. Donc il y a des conditions à remplir pour que ce soit un progrès humain. Bien, merci beaucoup. Monsieur Leclerc, souhaitez-vous répondre aux deux questions de M. Dor? Et après on demandera à M. Beyer s'il sent ça comme une concurrence ou si c'est son cœur de métier. Sur le RSI, effectivement, il y a un détail. Tant que vous êtes en dessous du régime de votre, enfin, en dessous du plafond maximal de votre entreprise, ça passe, puisque vous pouvez être auto-entrepreneur, cotiser pour rien au RSI, mais au minimum cotiser, ce qui donne le respect de la loi du PLFSS. Quand vous dépassez le plafond, effectivement, c'est pas réglé. On ne sait pas ce qu'on va faire des gens qui vont être soit au RSI, soit en SASU ou je sais pas quoi, et qui vont devoir cotiser et d'un côté et de l'autre sans déterminer le régime majoritaire dont ils bénéficient. S'ils sont salariés par ailleurs au régime général, normalement c'est quand même le régime général qui l'emporte. Bon, la question est posée. Moi je me demande quand même si on n'est pas allé un peu loin, et si on n'aurait pas plutôt intérêt à faire verser cette cotisation, non pas au titre d'une personne, mais au titre d'une taxe. C'est-à-dire en direct, on a même affecté à des droits. Ça pose un problème constitutionnel, mais bon, de toute façon, il y a toujours un problème quand on essaie de trouver une solution dans ce pays. Donc je ne sais pas s'il est plus simple de régler le problème constitutionnel ou de régler le problème de l'affiliation au régime. Voilà. Le sujet suivant, c'était... Ouais, c'est assez complexe. Le sujet suivant, vous m'avez posé la question du décret des villes. Alors, il y a eu, effectivement, c'est pas un décret, c'est un arrêté municipal de la ville de Paris, qui a été pris, qui est entre en vigueur, je crois, le 1er mai, et qui est effectivement limite à 120 jours, qui donne une incitation très intéressante. Alors, moi, j'ai pas de jugement de valeur. Je veux juste vous dire ce qui se passe à Berlin, parce que j'ai pas eu le temps d'en parler tout à l'heure. Airbnb à Berlin, c'est à l'allemande. Hein. Donc, à Berlin, ils ont dit, il y a un problème, les gens louent trop leur appartement dans le centre-ville. Du coup, ceux qui voulaient se loger en centre-ville n'y arrivent plus. Il y a une hausse du loyer en centre-ville et les gens sont obligés de se loger à l'extérieur. Les gens qui travaillent, des véritables résidents permanents de la ville de Berlin. Et donc ils ont dit, nous c'est clair et net, on n'aura pas plus de 3 jours par an le droit de louer un appartement dans Berlin. Et pour que ça soit respecté, ils ont créé, et c'est véridique, vous pouvez même le vérifier, ça existe toujours, un site officiel de dénonciation. Ce qui fait que n'importe quel habitant de Berlin peut dénoncer son voisin s'il voit qu'il loue plus de 3 jours par an son appartement sur ça. Alors en France, moi je pense que 120 jours c'est pas mal, c'est peut-être un peu trop, peut-être encore un peu trop haut, parce que 120 jours ça reste quand même... Est-ce que ça va se diffuser? Alors oui, moi je pense qu'elle va se diffuser. Visiblement il y a un certain nombre de maires de grandes villes qui disent, et notamment pour des histoires justement de hausse du loyer, qui disent on veut pas... dans des villes très touristiques, laisser le système se développer trop, donc on va sans doute le limiter aussi. Avec quand même une petite, là encore un petit bémol, c'est que le tribunal administratif n'a pas dit son dernier mot, puisque Airbnb va au tribunal administratif pour contester l'arrêté. Donc voyons voir, parce que là encore, il attend 2020-2025 pour que la jurisprudence soit stabilisée. C'est un peu le problème. Et enfin, dernier point sur votre question sur la régulation des plateformes. Est-ce qu'on peut les réguler ou pas? Moi j'ai un sentiment. C'est le mien, c'est très personnel. C'est pas régulé, c'est encadré. Encadré, c'est pas régulé, c'est encadré. J'ai le sentiment que les plateformes avec lesquelles on travaille, qui sont naturellement approchées de nous, et il faut quand même le faire, parce qu'on s'est présenté comme un observateur de libéralisation, mais très rapidement on dit
On veut apporter un cadre, on veut structurer un écosystème qui se développe. On a quand même Uber, Airbnb, Deliveroo, MyDay, Stuart, enfin, des grosses plateformes qui ont adhéré chez nous et qui adhèrent aux travaux et qui viennent au comité interministériel tous les mois, etc., etc. Donc, ils ont envie de se soumettre à l'exercice. Je ne sais pas si c'est tous pour la même raison. Je pense qu'il y a des régulations qui servent le business, il y a des encadrements qui servent le business, et il y a des encadrements qui sont plutôt de nature à leur faire peur. Donc ils font comme tout le monde, vous savez, hein, chez Uber, ils ont 5 ou 6 lobbyistes au niveau européen qui travaillent très fort, qui travaillent et qui sont en mesure de savoir si un encadrement proposé, par exemple, sur la protection sociale ou sur les règles pour passer l'examen LOTI ou sur l'obligation d'avoir 2 langues pour conduire une voiture, etc., sont de nature à favoriser leur business, à faire venir de plus en plus de gens, ou à améliorer leur image de marque, ou si au contraire, c'est un frein à leur développement. Après, ils arbitrent. Mais j'ai pas vu pour l'instant, dans les 4 ou 5 évolutions qui sont passées là, de véritable blocage des plateformes qui disent, à un moment donné, il vous faudra bien qu'on soit conforme, qu'on soit voilà, dans l'acceptation d'un écosystème plus global, d'un maillage économique qui de toute façon, à terme, va travailler avec nous. D'ailleurs, il y a 3000 taxis qui travaillent chez Uber, il y a beaucoup de prestataires indépendants qui travaillent sur une multiples plateformes, qui peuvent choisir, il y a une concurrence même entre elles qui s'instaure, donc on voit bien qu'elles n'ont pas non plus tout intérêt à refuser en bloc tout encadrement quel qu'il soit. Donc moi, je suis plutôt favorable, et je pense, pour le coup, que ce qui fonctionne, c'est de parler avec elles, c'est d'avoir une vision constructive, et c'est de le faire par petits pas, en ayant la connaissance la plus précise de leur modèle économique. Plus vous parlez avec eux, que vous soyez politique, que vous soyez responsable politique, que vous soyez haut fonctionnaire, plus vous parlez avec eux en connaissant leur modèle, plus elles acceptent vos remarques, vos critiques et vos propositions d'évolution. Et c'est ça qui est, je pense, est important de bien faire rentrer dans la tête de nos futurs députés et sénateurs, députés pour l'instant, c'est qu'ils s'intéressent beaucoup au sujet économique. Moi, je le dis, je le redis, j'ai vu beaucoup de parlementaires ces dernières années, il y en a beaucoup trop, qui sont encore trop loin, qui ne sont pas intéressés aux plateformes, qui ne sont pas allés voir, qui ne sont pas allés visiter, qui n'ont pas touché les enjeux, qui n'ont pas vu comment ça marchait. Vous connaissez les plateformes technologiques de radio, c'est super, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de députés qui le connaissent. Et ça fait partie des choses qu'il faut y faire. On doit retisser du lien, je pense, entre le modèle et entre les acteurs économiques et les parlementaires et les hauts fonctionnaires, pour que les uns et les autres parlent de la même chose. Merci, monsieur Claire. Thierry Veillère, oui, j'avais envie de vous interroger, puisque François Bonneau vous interpellait sur est-ce que vous voyez une économie collaborative dans les campagnes comme une concurrence, puisque en fait, je sais que vous, votre principal client, c'est la sécurité sociale. Oui, effectivement, nous, on est assez pris par la sécurité sociale et le transport de malades, mais il faut quand même savoir que le premier, c'est le transport de personnes, et le transport de personnes, ça peut très bien, aussi bien se passer dans le monde rural que dans le monde en ville. Maintenant, on n'est pas à l'abri de rentrer en concurrence avec ce type de transport-là, mais à condition de se battre avec les mêmes armes. Comme je le disais tout à l'heure, on est soumis à une réglementation avec pas mal de contraintes, je trouve, et les Uber ou les VTC, eux, n'ont pas du tout ces contraintes-là, et ce qui leur permet d'avoir un champ d'action et des facilités d'adaptation beaucoup plus réactifs que les nôtres. Alors, le moyen est souvent sorti, que ce soit d'ailleurs dans la bouche des entrepreneurs ou dans celle des politiques. Est-ce que c'est un besoin que vous avez justement d'encadrement, le thème qu'on a cité juste à présent, pour vous sentir finalement moins soumis à l'injustice? Mais quand on se lance dans une affaire, il faudrait... Tout bouge, tout change. Enfin, on parle de s'adapter, mais normalement c'est à toute chose égale par ailleurs. On doit pouvoir parler des mêmes choses. Sauf que, voilà, ces nouveaux acteurs ou de nouvelles règles ne se réfèrent pas au même code, travail ou commerce. Donc, oui, mais ce qui est choquant, en tout cas pour ma part, c'est qu'on puisse, au niveau politique, donner du crédit à de l'incitation au travail au noir. De l'incitation au travail, parce que par exemple, Blablacar qui propose une solution, il ne gagne pas d'argent sur le trajet court.
Ils sont prêts à vous mettre au logo de vos entités un service pour les administrer qui va pouvoir, voilà, mais c'est avec peut-être son véhicule professionnel qu'il va transporter une personne, avoir de l'argent qui lui est versé, difficile à avoir, aucune maîtrise sur cette offre. On peut aménager, ça existe, on peut faire appel à des professionnels de l'informatique, les horaires où il y a un bus, c'est le bus qui apparaît, les heures où il n'y a pas, c'est l'offre de Blablacar qui peut apparaître. Ça existe, c'est prêt, c'est dans les cartons, c'est bien à l'échelle régionale que d'agglomération, c'est possible. Mais derrière, voilà, on parlait du déménagement et ainsi de suite, des gens se font payer au noir. Il y a des prises de risques. Et derrière, comment se prémunir de ça? Vous ne pouvez pas, depuis l'ensemble des institutions qui réagissent voilà, au niveau local ou même à l'échelle régionale ou nationale, d'inciter à ce que faites votre petite tambouille entre vous, ça vous plaît, vous vous y retrouvez, à votre détriment à terme, puisque à terme, tous vos acteurs historiques présents auront disparu et on saura après vous imposer l'ordre. Donc la concurrence déloyale, elle est surtout, c'est cette bataille d'image qui peut quelque chose. Alors, vous évoquez le travail au noir. Donc, un secteur d'activité où le travail au noir est très connu, c'est effectivement le bâtiment. Bien sûr, oui. Donc, mais c'est pas nouveau, c'est pas les plateformes qui vont créer. C'est pas nouveau, par contre, moi j'ai une réflexion là. Le travail au noir tel qu'il se passe aujourd'hui, hein, c'est un petit peu de gré à gré, hein, forcément, sans laisser trop de traces. Par contre, à partir du moment où on intervient sur un ordinateur, je suis pas un expert en la matière, à partir du moment où on va sur une plateforme, il y a une traçabilité. Donc, alors, on nous a dit tout à l'heure que tous les métiers pourraient être concernés justement par des systèmes de numérisation. Hein. Et peut-être qu'il pourrait y avoir des sociétés de contrôle qui puissent aller travailler avec des plateformes de contrôle, puisque tous les métiers sont concernés. Pourquoi pas les contrôleurs? Et peut-être que quelqu'un qui a laissé de traçabilité est conclu un accord, hein, puisque de toute façon, il y a des termes, il y a des tarifs, hein, on l'a dit tout à l'heure, tout ce qui peut bloquer les irritants, il y a des tarifs, il y a des délais, il y a des prestations, ce que j'ai regardé sur le site des bâtiments. Donc tout ça, à partir du moment où c'est sur un disque dur ou sur je ne sais pas quelle pièce de l'ordinateur, parce que je ne suis pas un informaticien, il y a une trace. Donc pourquoi y aurait-il pas des sociétés peut-être ubérisées pour aller contrôler et les consommateurs et les fournisseurs qui vont intervenir. Voilà. Oui. Alors avez-vous peut-être une remarque sur ce... Oui. Juste une remarque pour répondre à M. Asselineau et à M. Darbier. On l'a évoqué tout à l'heure. Il y a les droits et les devoirs. On ne peut pas échapper à cela. Quel que soit le système d'économie collaborative, de travail des auto-entrepreneurs, des micro-entrepreneurs, de toutes ces personnes qui ont envie de travailler, qui ont besoin de travailler et qui, c'est normal qu'on travaille. Mais les devoirs, c'est quand même effectivement de participer à la protection sociale, d'une façon ou d'une autre, donc de trouver une facilité ou quelque chose qui les fait rentrer dans la protection sociale. Deuxièmement, aussi probablement un encadrement. Alors est-ce que l'encadrement doit aller jusqu'à la formation? Des gens qui aient quand même subi une certaine formation, qu'on ne puisse pas aller dans tous les sens sans formation quelconque, et éventuellement sur le plan fiscal aussi. Essayer de comprendre si fiscalement il n'y a pas une clé qui doit être posée, de façon à ce que chacun participe et qu'il n'y ait pas de personnes qui passent au travers des mailles du filet. Je pense que M. Leclerc peut nous expliquer ça, parce que c'est ça se développe. Comment faire? Le problème du législateur, c'est de savoir comment peut-on réguler ou encadrer tout un système dont on croit que effectivement ça se développera. Et on ne l'interdira pas, comme nous aussi. On ne peut pas interdire, il n'y a pas d'interdiction, c'est une liberté d'entreprise, quelle qu'elle soit. Alors justement, François Gounod veut réagir. Et après, donc Alphonse profite, parce que sur le contrôle numérique, je pense qu'il en connaît un rayon. Vous vous plaignez parfois avec des exemples assez probants d'une application des règlements qui est par trop coercitive, etc., etc. Si, en parallèle, et là je pense aux consommateurs, si en parallèle on a un système qui est lui sans contrôle, sans règles de qualité sur le service
règles sur les conditions dans lesquelles la prestation est rendue sur le plan de la fiscalité, etc., ça devient totalement, c'était quand même une des motivations de vos protestations vives, je me rappelle, les chauffeurs de taxi, il n'y a pas d'équité. Donc la question qui est posée, c'est de savoir si l'émergence de cette forme de réponse aux besoins de service, elle peut s'exercer dans un cadre qui soit un cadre équitable, un cadre qui produise suffisamment de garanties pour l'utilisateur. Sans ça, c'est quand même la loi de la jungle. Et comme on est un monde extrêmement mouvant, on aura des insatisfactions, mais immédiatement se recréeront des communications qui feront croire à un service meilleur, et on aura au bout du compte à la fois une économie asphyxiée, malmenée, et des utilisateurs qui auront perdu beaucoup de qualité de service. Donc la notion d'encadrement, formation, moi je crois assez à ça. Vous avez, vous, dans vos métiers, des obligations de qualification reconnues qui, en même temps, créent des garanties pour l'utilisateur. Donc encadrement de la formation, un minimum d'obligations en la matière. Et puis, bien évidemment, quand j'interroge pour savoir si ça peut être un espace de service supplémentaire à la liberté, il faut immédiatement repréciser qu'il ne s'agit absolument pas, dans mon esprit, de travail au noir, parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment tourner le dos complètement à ce qu'il est important de créer comme condition d'équité. D'ailleurs, si j'ai bien compris, c'est même plutôt une parade au travail au noir. Enfin, plutôt, ça a une tendance à légaliser du travail qui auparavant était au noir. Alphonse Profit, avons-nous les moyens numériques de contrôler tout ça? En fait, les plateformes, c'est un super moyen pour contrôler tout ça, puisque la plateforme, c'est elle qui reçoit le cash. Et donc, à partir du moment où un fournisseur essaye de passer au black derrière elle, elle voit les statistiques baisser, elle se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle va récupérer sa commission. Et donc, je pense que c'est une des meilleures parades au travail au noir, de passer par cette plateforme. C'est vraiment un des aspects positifs, c'est-à-dire que si, pour être référencé, vous devez passer par la plateforme, le jour où vous ne faites pas votre chiffre d'affaires, elle vous déréférence. Ou alors elle vous critique, ou alors après elle va déclencher un contrôle, elle peut émettre des alertes. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les sociétés comptables qui ont un rôle dans le compta de société. Qu'est-ce qu'elles font? Les comptables ont l'obligation de lire vos comptes, et quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la comptabilité d'entreprise, elle est obligée d'alerter l'administration qui déclenche un contrôle chez vous. Sinon, le cabinet comptable perd son agrément. C'est quand même quelque chose de fort. Donc on peut imaginer faire des législations de la même manière par rapport aux plateformes. Après, ce qui incite le travail au noir aussi, il faut le dire, une des forces du statut de nos entrepreneurs, c'était la simplification. Si on prend, quand vous voulez embaucher quelqu'un, si vous faites une fiche de paye, le coût moyen d'une fiche de paye, c'est 25 € par mois par salarié. Il faut se le dire. Et donc, le principe de l'auto-entrepreneur, c'est j'ai envie de faire un petit travail pour vous juste à côté, de manière récurrente, j'ai pas envie de payer 300 € par an, juste pour pouvoir légaliser la chose en passant par un comptable, sans parler de frais comptables ou autres. Donc le statut auto-entrepreneur, il avait ce fait de pouvoir complètement masquer ces frais de gestion. Et quand on commence à mettre un plafond en train de dire à partir de 30 000 €, vous n'avez plus le droit parce que vous avez atteint votre plafond, du coup, là vous dites, ouais, mais j'ai envie de faire 35 000. Donc il y a 5 000 qu'il faut faire au black. Voilà, elle est là la question. Donc c'est pas. Et je pense que la question, elle n'est pas de dire, faut interdire ça, c'est plutôt de dire, faut essayer de mettre des impôts progressifs. Jusqu'à 30 000, c'est taxé à 20%, au-delà de 35 000, au-delà, c'est taxé à 50%. Voilà, je pense qu'il y a des choses à faire qui sont adaptées. On sait faire des impôts exponentiels en France, donc il n'y a pas de raison de ne pas les mettre sur tous les secteurs d'activité. Et je pense que pareil, sur Airbnb, plutôt que de dire on limite à 120 nuitées, on pourrait dire on limite à 120, et bien à partir de là, ça monte. Voilà, il y a des choses à réfléchir de manière plus intelligente. Merci Alphonse Profit. Alors, moi j'ai envie de